Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gabriel Alperne, merci d'être avec nous ce matin. Petite présentation, vous êtes docteur en philosophie à l'ENS de Lyon, auteur notamment de Tous Centaures, éloge de l'hybridation, paru en 2020 aux éditions du Pommier, et plus récemment de Penser l'hospitalité, l'artisan hôtelier et la philosophe, publié avec Cyril Aouizerat aux éditions de l'Aube, c'était le 10 novembre dernier. Vous avez donc fait de l'hybridation, cette notion un peu mystérieuse, votre terrain de recherche fondamentale et appliqué depuis plusieurs années. Pour débuter, tout simplement, expliquez-nous ce que vous mettez derrière cette notion d'hybridation, qui ne parle pas forcément à tout le monde. Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre invitation. Alors, par hybridation, j'entends le mariage improbable. C'est-à-dire que c'est le fait de mettre ensemble des choses, des compétences, des activités, des secteurs, des générations, des matériaux qui a priori n'ont pas grand-chose à voir ensemble, voire qui pourraient sembler contradictoires, mais qui justement mis ensemble permettent de créer quelque chose de nouveau. Un tiers lieu, un tiers matériau, un tiers secteur, un tiers modèle, bref, de nouveaux mondes. Alors, je vais vous donner quelques exemples parce que ça peut paraître peut-être extrêmement abstrait. Donc, un exemple concret, on voit se développer un peu partout dans tous les territoires, et il y a de très beaux exemples en Nouvelle-Aquitaine, de tiers-lieux, donc des lieux un peu bizarroïdes, dans lesquels on va trouver pêle-mêle une épicerie solidaire, une crèche, un incubateur de start-up et une résidence d'artistes. Voilà. Et donc, il y a une hybridation d'usages, de publics, de fonctionnalités, de secteurs réunis dans un même lieu. Je vous donne un autre exemple. On voit que cette hybridation touche également les métiers. Bon, par exemple, on voit des cuisiniers développer un potager. Donc, on voit apparaître des cuisiniers maraîchers, des cuisiniers éleveurs. Voilà. Donc, une forme de réconciliation de métiers. Par exemple, si je prends un exemple en tout cas, qu'on peut trouver plus globalement dans les entreprises, dans toute la réflexion sur le rôle sociétal des entreprises et l'évaluation extra-financière des entreprises, on va voir que de plus en plus, un directeur financier et un directeur de la RSE, à un moment donné, il y a quand même une forme de convergence, et donc d'hybridation, en tout cas dans leur responsabilité, dans leur mission. Je vous donne un dernier exemple. On voit des rapprochements entre des écoles d'ingénieurs, écoles de designers, par exemple écoles de commerce, voilà, qui petit à petit nouent des partenariats. Alors il n'y a pas encore un partenariat entre l'école normale supérieure et les compagnons du devoir, mais bon, on pourrait imaginer un jour que ce soit possible. En tout cas, voilà, il y a tous ces petits signaux faibles d'hybridation, laissant peut-être penser que l'hybridation serait la grande tendance du monde qui vient. Voilà, sauf que c'est pas gagné parce que ça rentre pas dans nos cases, ça nous déstabilise et il faut repenser peut-être notre manière de penser, d'agir, de décider. Et quels sont les moteurs justement à l'œuvre qui poussent cette hybridation ? Je pense qu'en fait, on est vraiment allé au bout d'une logique hyper rationaliste où finalement, on découpait la société en morceaux. Alors, il y a les jeunes, il y a les personnes âgées, il y a les agriculteurs, il y a les start-upers. On pense les secteurs indépendamment les uns des autres, les filières industrielles d'ailleurs indépendamment les unes des autres, les générations indépendamment des unes des autres. Et de ce fait, on crée des frontières artificielles entre les générations, entre les métiers, entre les secteurs, les métiers manuels, métiers qui seraient intellectuels. Et donc, ce faisant, on crée des fractures. En tout cas, on renforce les fractures dans notre société, dans notre économie. Et donc tout le sujet maintenant, c'est de réconcilier les mondes et de créer des ponts entre les industries, entre les secteurs, entre les jeunes start-up et des administrations centrales, entre des collectivités. Voilà, il y a plein de choses à reconstruire, en tout cas à réconcilier. Dans le titre, il y a hybridation, il y a aussi centaure. Cette figure du centaure, qu'est-ce qu'elle veut dire et pourquoi elle nous déstabilise ? Pourquoi on la regarde sans savoir l'appréhender finalement? Oui, alors le centaure, vous voyez tous à quoi il ressemble. C'est un être humain au-dessus de la ceinture et un cheval en dessous de la ceinture. Figure hybride par excellence. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit dans les textes qui nous viennent de l'Antiquité ou dans la peinture, dans la sculpture, eh bien les centaures sont presque toujours représentés comme des êtres monstrueux. Alors ils ont un arc avec une flèche, comme s'ils nous voulaient du mal. Et donc justement, c'est intéressant que les Grecs aient choisi d'incarner l'idée d'hybridation, d'hybridité dans une figure aussi négative. Et effectivement, de fait, le centaure, c'est celui qui a un pied dans plusieurs mondes. C'est celui qui n'entre pas forcément dans les cases. Et on voit bien, par exemple, que les jeunes générations sont des centaures nés. Elles ont un pied peut-être dans plusieurs formations, elles passent peut-être d'un secteur à un autre, d'un poste à un autre. Voilà, on accuse d'ailleurs les jeunes d'être un peu infidèles. Voilà. Moi, je pense au contraire que cette faculté à être un centaure, avoir un pied dans plusieurs mondes, à être de ce fait un traducteur
entre plusieurs mondes, plusieurs secteurs, est extrêmement enrichissant pour une entreprise. Et si je prends un exemple très concret, par exemple dans la question de l'emploi, je pense que, en tout cas, dans toute la question sur le sens au travail et toute la question sur l'attractivité des métiers et comment, en tout cas, mieux comprendre le rapport des jeunes au travail, je pense qu'on est vraiment allé au bout de la limite de la division du travail, où finalement Adam Smith nous avait promis que c'était le nec plus ultra de la productivité, sauf qu'à force d'être tous hyper spécialisés dans ce que l'on fait, dans notre micro-tâche, eh bien on a perdu la vue de l'ensemble. Et finalement, ce que l'on a gagné en productivité d'un côté, on l'a perdu en sens, en difficulté à se coordonner et à partager des informations. Et donc, je pense que les jeunes qui, effectivement, certes, font peut-être 2 ans ici, 3 ans là, 4 ans là, vont peut-être justement réconcilier les secteurs et peut-être passer de la division du travail à ce qu'on pourrait appeler l'hybridation du travail. Et donc, en passant d'un secteur à un autre, d'une entreprise à une autre, ces jeunes vont transposer des compétences d'un monde à un autre, des procédés de fabrication, par exemple, des méthodes d'un univers à un autre. Et donc, cela peut évidemment enrichir les entreprises concernées, les administrations d'ailleurs aussi concernées, les startups concernées, etc. Le centaure est aussi une figure qui incarne une forme de sagesse, d'enseignement dans l'Antiquité. Aujourd'hui, elle s'incarne par la figure du slasher, justement cette jeune génération qui a plusieurs professions, plusieurs emplois simultanément ou successivement. Alors justement, le centaure n'est pas un slasher. Et le centaure n'est pas un slasher. Voilà, j'aimerais préciser justement en tout cas la nuance que je fais, c'est que le centaure, il ne fait pas que passer d'un univers à un autre ou d'un métier à un autre. En fait, il transpose les compétences d'un métier à un autre. Et donc, il hybride ses compétences en créant quelque chose de nouveau. Je prends un exemple très concret parce que sinon, ça peut paraître un peu incompréhensible. J'ai fait une étude récemment sur les néo-agriculteurs. Je sais, le sujet de l'agriculture est particulièrement prégnant ici. Donc, j'ai fait l'étude sur les néo-agriculteurs et c'est très intéressant de constater que les néo-agriculteurs avaient parfois une formation avant. Je sais pas, ils étaient directeurs du marketing dans une entreprise avant. Et donc, le fait qu'ils arrivent dans le monde agricole avec d'autres compétences qu'on n'avait pas du tout l'habitude de trouver dans le monde agricole, eh bien, ils vont transposer ces compétences de leur ancien secteur à leur nouveau secteur. Et donc, ce faisant, ils vont peut-être aider à repenser la manière dont on exerce tel ou tel métier. Donc, finalement, il y a vraiment, si je veux dire, une sorte ils repensent certains métiers. Il y a même d'ailleurs certains métiers qui sont d'ailleurs complètement réinventés. Et donc, finalement, si le slasher passe d'un métier à un autre, le centaure, lui, pour le coup, hybride ces métiers et ce faisant, les réinvente. Il y a une vraie fertilisation croisée, notamment dans ce champ de recherche sur les néo-agriculteurs. Dites-nous un peu plus sur les enseignements de ces travaux que vous avez menés. Alors, en tout cas, peut-être plus globalement sur l'agriculture, avant de venir, à un moment que vous soyez... Tout à fait, non, allez-y. Parce que justement, donc, explorant la question de l'hybridation depuis maintenant plus de 10 ans et l'explorant dans plein de secteurs d'activité, de métiers, en fait, j'ai été extraordinairement surprise en voyant que finalement, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture, de constater que finalement, les agriculteurs ont un temps d'avance et sont assez pionniers dans cette question de l'hybridation. Autant il y a certains secteurs qui sont un peu à la traîne, qui n'ont pas vraiment compris ce que c'est que l'hybridation, ni comment ça pourrait éventuellement les enrichir. Ils en ont d'ailleurs très peur. Et c'est très intéressant de constater que, bien au contraire, l'hybridation existe dans le monde agricole depuis un certain temps, et en plus, elle prend plein de formes différentes. Alors, je vous donne quelques formes. Évidemment, on va voir dans l'hybridation d'activités, c'est pas juste de la diversification, où par exemple, on va voir donc évidemment le développement d'une production agricole, ça très bien, et justement avec tout le sujet énergétique, c'est intéressant de voir qu'il y a à la fois, en tout cas, de la production et de la vente d'énergie. Et donc dans la question de la souveraineté alimentaire, je pense que la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique se pensent ensemble. Et là, pour le coup, l'agriculture est une manière justement d'hybrider, si je veux dire, cette double souveraineté. Je vous donne un autre exemple. On le voit dans une hybridation organisationnelle. C'est intéressant de voir qu'il y a du co-farming qui se met en place entre différents types d'agriculture ou de filières. Et justement, on va mutualiser un certain nombre de choses. Il y a les CUMA qui existent depuis un certain temps. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de modèles organisationnels d'hybridation qui permettent de pouvoir
repenser, ou en tout cas, œuvrer, travailler autrement. Et puis il y a un autre exemple qui est intéressant et qu'on voit de plus en plus, justement dans la question de la réconciliation entre la société et l'agriculture. On voit de plus en plus d'agriculteurs qui vont mettre en place, en tout cas qui vont jouer un rôle tout autre au sein du territoire. Et donc développer, en tout cas penser leur ferme comme un lieu de lien social ou un lieu un peu intergénérationnel, en développant plein d'activités qui font que une ferme n'est plus une ferme, elle devient comme une sorte de point de repère au sein d'un territoire. Voilà. Donc toutes ces hybridations-là sont intéressantes à explorer. Avec une fonction bien souvent d'aménagement du territoire aussi. On a cette image souvent du cadre, j'allais dire parisien, mais du cadre sup qui vient en tant que néo-agriculteur s'installer. Ce que vous nous dites, c'est que les entreprises classiques, le monde économique classique aurait au contraire beaucoup à apprendre des agriculteurs et de leurs compétences d'hybridation. Oui, alors le parisien que vous citez, du coup, est un néo-rural, hein, mais c'est pas forcément un néo-agriculteur. Enfin, voilà. Donc, c'est plutôt un retour à la terre qu'un retour justement au travail de la terre. En tout cas, oui, effectivement, il y a, je pense, beaucoup de choses que, effectivement, d'autres entreprises, d'autres secteurs, notamment par exemple dans l'industrie, pourraient apprendre de l'agriculture. Et en tout cas, si je fais un lien avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, d'éco-responsabilité, en tout cas, je pense que, et on le voit bien avec justement ces fermes qui de plus en plus jouent un rôle, en tout cas dans le maillage du territoire, je pense que demain, on évaluera une entreprise, une association, une école, une administration, une collectivité, enfin, voilà, un service, dans sa capacité à jouer un rôle de point de repère au sein d'un territoire, ou en tout cas à créer peut-être des points de repère, en tout cas à créer des maillages au sein de ce territoire. On les évaluera, si j'ose dire, dans leur capacité à hybrider, à créer des liens entre des métiers, entre des disciplines, entre des secteurs. Et c'est peut-être d'ailleurs justement le rôle d'une région, d'ailleurs justement, d'être acteur et de jouer ce rôle de levier d'hybridation entre ces différents mondes. Tout à fait. Alain Rousset qui nous rejoindra tout à l'heure, qui a un peu de retard, connaît bien ces sujets. Je voulais vous entendre justement sur l'hybridation dans les autres secteurs de l'économie, entre les entreprises, les laboratoires, les universités. C'est aussi un élément indispensable pour progresser, réindustrialiser le territoire. Oui, sauf que enfin, c'est pas gagné parce que nous sommes finalement tous enfermés dans nos identités professionnelles. Hein. Voilà, moi, je vous donne un exemple concret. Il se trouve que dans une autre vie, j'ai travaillé au sein de différents cabinets ministériels. Et notamment, l'une de mes missions était de voir comment s'inspirer des travaux des chercheurs pour pouvoir nourrir les politiques publiques. Grand défi. Donc on avait mis en place un conseil scientifique. Alors, toute ressemblance avec un conseil scientifique récent serait purement fortuite. Et je me souviens que l'on passait des heures en réunion où il y avait les chercheurs, les scientifiques, il y avait l'administration, et puis il y avait le politique qui était autour de la table. 3 mondes. Et je me souviens que l'on passait des heures en réunion, et finalement, quand on sortait de ces réunions, j'avais l'impression que l'on s'était réunis, mais que l'on ne s'était pas rencontrés. On ne s'était pas rencontrés parce que finalement, chacun était resté dans sa temporalité. Et on sait bien que la temporalité du chercheur, ce n'est pas du tout celle du politique et encore moins celle de l'administration. Chacun était resté dans son jargon technique professionnel, chacun était resté dans sa culture, dans son imaginaire, dans son intérêt, dans sa logique. Et finalement, on ne s'était pas rencontrés. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de centaures, justement, qui ont un pied dans plusieurs mondes et qui, pour faire en sorte que, quand on fait des réunions, on puisse vraiment se rencontrer, qui puissent servir de métisseurs, de traducteurs entre les mondes. Et donc, c'est pas en juxtaposant, en se disant, alors dans un bâtiment, on va mettre un incubateur de start-up, on va mettre, pourquoi pas une administration, puis on va mettre les entreprises, un laboratoire de recherche, et puis voilà. Non, en fait, on fait de la juxtaposition. Donc, tout le sujet, c'est comment est-ce que l'on fait une hybridation, c'est-à-dire une métamorphose réciproque entre ces mondes, pour faire en sorte qu'on puisse vraiment se rencontrer et vraiment se nourrir réciproquement. Être centaure, ça ne se décrète pas, finalement. C'est là, bien sûr, toute la difficulté du sujet. Merci beaucoup, Gabriel Alpern. Tous centaures, éloge de l'hybridation. Si vous voulez en savoir un peu plus, explorer cette thématique aux éditions du Pommier. Merci beaucoup. Merci à vous.